Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine, je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du BAT. Encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP avec nous. Sachez que le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Lorenzo Mazet, architecte. Salut Lorenzo. Salut et merci beaucoup de l'invitation. Écoute, ça me fait très plaisir de t'inviter ici sur le podcast, déjà parce que tu le suis depuis très longtemps et que tu es très actif quand les nouveaux épisodes sortent, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir inviter des gens qui sont aussi au milieu de l'écosystème 6 heures du BAT. En plus des architectes qui parlent sur le podcast, il n'y en a pas eu non plus énormément, donc c'est un honneur pour toi et pour moi de te recevoir après cette petite série que j'ai fait sur la Biennale d'architecture de Venise. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'architecture comme arme politique, sociale. On va parler de sujets assez conceptuels, mais aussi très, très concrets finalement. Et avant tout ça, je vais te laisser te présenter, nous dire qui es-tu, ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'au métier d'architecte. Merci beaucoup. Donc, je suis Lorenzo Mazzei, je suis italien à la base, mais depuis quelques années, j'ai même la nationalité française parce que je suis là depuis pratiquement 11 ans bientôt. Je suis débarqué le 18 septembre 2014 en arrivant d'Italie avec 2 valises via l'étrange, donc un débarquement à la gare de Lyon. Et c'est là que c'est né un peu ma vie française, juste après avoir pris les diplômes d'architecture en Italie. Donc, mon diplôme est italien, bien évidemment reconnu en France. J'ai étudié à l'Université de Florence parce que je viens d'une petite ville qui s'appelle Pistoia en Toscane. Et depuis, je suis en France, donc je disais depuis 2014. Au début, en fait, je devais reprendre un peu les français parce que j'avais fait un Erasmus 1 an ici à Paris. Mais bon, c'était passé un peu du temps, les français, voilà. Donc, les premiers temps, j'ai fait totalement autre chose. J'ai travaillé dans une chaîne de restauration pour une année et demie. Et voilà, je me levais avant tes épisodes parce que je me levais à 5h40 et j'allais travailler. Et après, en 2016, j'ai commencé à travailler dans l'architecture. Voilà, ça c'est... Ok. Ouais, donc toi, c'était arrivé donc en France avec ton diplôme d'architecte, mais pourquoi l'architecture ? Écoute, je ne sais pas exactement pourquoi, mais chez moi, ici en France, j'ai un petit dessin de quand j'étais petit, de quand j'avais 6 ans, et j'avais décidé à cet âge-là de faire l'architecte. Va savoir pourquoi, parce que je n'ai aucun parent de ma famille, je n'ai rien du tout dans ma famille lié à l'architecture. Donc vraiment une chose unique dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai joué au Lego quand j'étais petit, au Playmobil aussi, mais en fait, je ne faisais jamais la construction qui a été indiquée. Donc, je faisais toujours d'autres choses, donc peut-être ça venait de là. Ouais, peut-être ça vient de là. Et influencé aussi par... tu viens de Toscane, il y a quand même un patrimoine architectural assez sympathique qui est inspirant aussi, qui a inspiré énormément de choses dans la culture, que ce soit dans le cinéma ou dans la peinture. Mais ouais, donc tu as baigné dans ce milieu-là de l'Italie, puis tu es parti en Erasmus, puis tu es revenu en France. Tu es revenu en Italie? Non, je suis retourné en Italie pour terminer mes études. Et dès que j'ai terminé les études, je suis retourné en France. Et ça nous amène à... sûrement pas tout de suite, mais peut-être que c'est à ce moment-là que tu as créé donc, ton bureau d'architecture, ton cabinet? Alors non, j'ai passé, il faut savoir que malgré les faits qu'on est en Europe, faire les métiers d'architecte en France est totalement différent que les faire en Italie. C'est 2 mondes totalement différents. Donc j'ai commencé pratiquement des zéros. Mais même dans les petites choses, parfois dans les normes PMR par exemple, qui sont différentes. En France, il y a des normes totalement différentes, mais même tous les langages.
Bon, en plus, dans les bâtiments, on aime bien les acronymes, hein. Je te dis pas au début, mes premières semaines, quand mes collègues, ils me parlaient avec tous les acronymes, moi, je comprenais rien du tout. C'était très compliqué. Non, mais c'est vraiment même toutes les phases du projet. Je compatis. Je compatis parce que je me souviens très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de leur passer le bonjour à mes amis architectes d'intérieur de Merci qui sont à Paris, qui m'avaient fait une fiche avec tous les acronymes pour l'architecture, avec toutes les phases de projet, en fluo, avec tout ce qu'il fallait savoir, parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il manquait soit des lettres, soit des syllabes, mais je peux comprendre ta douleur au moment où tu es revenu à zéro, quoi. Et ça, maintenant, à chaque fois, je l'explique aux clients, non sachant, et ça prend toujours un bon moment parce que c'est toujours très compliqué. Donc, j'ai dû repasser un bon moment pour réapprendre un peu toute la partie, je dis pas les métiers, mais bon, même la praticité, mais même... c'est vraiment une autre typologie de faire l'architecture en France par rapport à l'Italie. Donc, j'ai passé 7 ans dans une grande agence parisienne qui m'a très bien formé, qui m'a donné vraiment beaucoup d'échanges. J'ai eu la chance parce que j'ai fait des projets très intéressants. Et après, petit à petit, à force d'évoluer, j'ai senti la nécessité de retourner à mon idée principale, de me mettre en indépendance. Donc, c'est là que j'ai créé mon atelier. Ok, trop bien. Et donc ça, c'était en quelle année, la création de l'atelier ? Alors, la création de l'atelier, c'était en 2022. Ok, donc pas tout récent, mais presque quand même 3 ans. Autant que, en fait, tu as créé ton atelier au moment où j'ai créé le podcast. Donc finalement, on est un peu frères d'activité. 3 ans déjà, d'ailleurs. Ouais. Trop bien. Bah écoute, maintenant qu'on a un peu de contexte, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi, je trouve que l'architecture, c'est quand même assez... incroyable à explorer, à la fois visuellement, culturellement et aussi dans la partie conceptuelle. On apparente ça souvent à une prestation technique avec le dessin, la mise en place du bâtiment, du construit, etc. Mais moi, je trouve que ça a surtout une dimension politique et sociale, parce que comme on en a parlé avec Maria il n'y a pas longtemps sur l'urbanisme entre l'Ukraine et la France, en fait, la manière dont tu construis les bâtiments construit des communautés, une nation, etc. Est-ce que, selon toi, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce sujet-là, que ça a une dimension politique ? Et est-ce que, selon toi, on perd un peu cette dimension politique et sociale au gré du temps ? Parce que je trouve que la construction a quand même vachement évolué. Oui, alors l'architecture, ça a été toujours un élément politique dans l'histoire. Les villes ont été marquées par l'architecture et en conséquence par la politique de l'époque qui voulait donner. Et par contre, actuellement, l'architecture, il perd de plus en plus sa façon d'être politique, donc la façon centrale, et on devient de plus en plus des techniques plutôt que des architectes. Et c'est là que je trouve qu'on n'est pas en train d'aller dans une bonne direction parce qu'on a de plus en plus fortement administratifs et de moins en moins architectes créatifs. Et donc, c'est là que l'architecture elle perd un peu son pouvoir d'apporter parce que l'architecture, quand même, elle peut apporter beaucoup des éléments positifs. Et c'est là qu'on commence à les perdre. Et surtout, c'est parce que de plus en plus, et moi je les vois en travaillant avec mon atelier, que je travaille surtout avec des particuliers, l'architecte, comme l'architecture, est vu comme une obligation. Il faut passer par l'architecte. Oui. Et c'est là un point très négatif parce que moi, je reçois des appels des particuliers qui me disent « Oui, bonjour, je cherche un architecte pour signer les permis de construire. Vous inquiétez pas, hein, j'ai tout fait, hein, donc il faut juste ça. » Non, déjà, je refuse. Oui. À part le fait que c'est illégal, mais la signature et complaisance, c'est illégal. Mais à part ça, c'est pour les principes de dire « Non, moi, j'apporte quelque chose. » Et donc, je refuse ces types-là, même des clients qui pourraient même bien payer, admettons. Moi, je refuse à la base parce que l'architecte doit apporter quelque chose d'important. Et c'est là que la société ne les voit plus. Nous, on n'est pas vu comme élément vraiment qualitatif qui en donne un plus, mais on a vu quelque chose d'obligatoire. Oui. Et donc, c'est plus négatif. Un peu, là, c'est un peu c'est un peu considérer l'architecte comme une caution administrative dans son process de projet. Ouais, c'est ça.
J'espère que tous les clients ne sont pas comme ça quand même. Non. Mais en effet, avec le fait qu'il faut faire valider ton permis de construire, bah, c'est un peu un parallèle. Je sais pas, vous me direz, vous allez me dire si c'est un parallèle douteux, mais c'est comme les arrêts maladie de complaisance, comme tu dis. Ah oui, En tout à fait, fait. il suffit juste d'une signature d'un titulaire du diplôme qui certifie que. Et là, pour le coup, pour la construction, c'est l'architecte au final. Oui. Mais ça c'est clair que c'est pas que ça le métier d'architecte, et Non. c'est surtout pas ça finalement. Les métiers d'architecte, c'est un peu nous. On est des hommes et des femmes de l'art. La définition, c'est ça en fait à la base. Donc, on est quelqu'un ou quelqu'une qui travaille vraiment dans l'art, et c'est quelque chose qu'on a perdu un peu ça, les concepts, parce que c'est un concept assez fort. Mais on a un peu perdu dans les cours des années, en fait. Surtout, là, en tout cas en France, c'est quelque chose qui est en train de revenir, je pense, par des vocations politiques aussi. Déjà, de mettre l'architecture attributaire du ministère de la Culture, ce qui est un acte assez fort. La Biennale d'architecture et en même temps que la Biennale d'art, donc du coup c'est quand même un lien qui est toujours perpétuel avec l'architecture. Mais en effet, par contre, dans le concret, sur le terrain, peut-être qu'on le perd un peu. Je trouve qu'on le retrouve par contre sur un sujet, et c'est un sujet que tu as embrassé toi dans ton activité, c'est la réhabilitation. Oui. La réhabilitation, la reconversion, ça occupe pas mal déjà le marché du bâtiment de la construction, mais surtout pour les architectes actuellement les projets, puisque on leur demande de réfléchir, de renouveler les conditions d'utilisation des bâtiments. Pourquoi toi, il y a 3 ans finalement, tu as fait ce choix de la réhabilitation, de la rénovation, plutôt que d'aller sur de la construction neuve ou des nouveaux projets où là tu pourrais te dire vas-y, je vais mettre ma signature directe, ça va être ma patte à moi, etc. Oui, pour moi, la réhabilitation, c'est un élément essentiel vis-à-vis aussi de la partie écologique et environnementale de l'architecture. Parce qu'à la base, moi, j'ai créé mon atelier qui s'appelle GA Architecture. Et GA, en fait, c'est une des façons comment on peut appeler la déesse de la terre, selon les Grecs anciens. Et je voulais retrouver un lien avec la terre, avec la nature. Et c'est pour ça que, en reprenant de ça, construire du neuf, ça va contre ces principes-là. Parce qu'en fait, la réhabilitation, ça permet de consommer moins du sol, donc moins de la pollution, et récupérer quand on peut. Parce que parfois, par contre, les bâtiments ils sont tellement mal construits que c'est une perte soit des temps, mais même d'argent en général, et qu'il faut vraiment les améliorer des zéros. Mais souvent, on peut prendre la base et améliorer la base, en utilisant par exemple même des matériaux biosourcés, etc. Et donc c'est pour ça que pour moi la réhabilitation d'un bâtiment c'est une partie essentielle, et surtout ça garde un peu les liens historiques avec vraiment son passé. Bon, parfois on sait bien, nous l'Europe, actuellement il y a tous ces problématiques politiques, géopolitiques mondiales, et on le sait, mais l'Europe a vécu sous sa propre peau des guerres mondiales, et quand on a dû reconstruire, c'était la reconstruction vite pour donner plus de maisons possibles à tout le monde. Donc ça c'est normal, et les constructions n'étaient pas, suivant en Italie mais même en France, pas bien faites, parce que c'était vraiment hyper rapide à faire. Donc ça c'était essentiel. Donc, ces types-là des bâtiments sont plus difficiles à reprendre ou à améliorer, parce qu'il y a vraiment tellement de défauts que c'est difficile. Mais en général, surtout les structures anciennes, il faut les préserver et les porter. Mais moi, je n'ai pas peur, une chose importante, je n'ai pas peur de les modifier. Parce que on va de plus en plus, par exemple, si on va à Florence, en Italie, je prends ça parce que je connais très bien. Dans les centres de Florence, c'est magnifique. Il n'y a plus de voitures, mais non, c'est souvent piéton. Voilà, ça semble vraiment d'être un ménage. Mais en fait, ça devient une ville-musée. Et moi, je suis contre les villes-musées, parce que la ville, elle a toujours vécu une histoire, une évolution dans les cours de l'éternité, depuis qu'il y a les villes, la civilisation. Donc, c'est une évolution, et parfois, ce sont des évolutions même négatives. Des guerres qui l'ont totalement détruit des villes, et des tremblements de terre. Donc, il ne faut pas les construire à l'identique. Je suis toujours pour évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on peut porter sa signature, même dans la réhabilitation, etc. Ok, mais ça, c'est hyper intéressant, ce point de vue sur les villes-musées, parce qu'au final, en tant qu'usager,
en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la cité, comme on le disait à l'époque, on ne se rend pas forcément compte de tout ça, de ce côté ville-musée. On est très content d'avoir ce côté agréable de la piétonisation, de plein d'endroits. En effet, c'est hyper agréable, mais en même temps, c'est vrai que du coup, si ça met l'environnement dans lequel on se sent super bien dans une léthargie, finalement, après, peut-être que dans 30, 50, 100 ans, l'évolution, ça sera plus difficile à faire évoluer les bâtiments ou faire évoluer la ville. Mais c'est hyper important ce que tu as dit sur la partie de reconstruction, parce que c'est un sujet qui me plaît particulièrement dans plein d'endroits. Et j'ai vu récemment en Pologne les reconstructions d'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que, en fait, des fois, tu te dis, mais t'as l'impression que là, il y a vraiment deux époques, mais pas deux époques proches. Il y a 100 ans d'écart. Il y a à Varsovie, par exemple, là où il y avait le ghetto. Il y a un mur, c'est Varsovie du temps de la Seconde Guerre mondiale. Et tu tournes la tête, t'as l'impression que t'es à la City à Londres, quoi. Et ça, par contre, désolé les architectes, mais mettez quand même un peu de lien entre les époques, s'il vous plaît, qu'on ne soit pas perdu. C'est les principes, et j'espère qu'ils ont travaillé des architectes, parce que c'est pas sûr. Après, ça fait un quartier quand même qui est très sympa, mais c'est dommage parce que en effet, le fait qu'elle a été détruite totalement, cette ville, permet pas de maintenir certaines époques, certaines histoires, et du coup, la peau de la ville a un peu changé, quoi, clairement. Oui. Mais ça, c'est l'architecture dans des contextes qui sont multiples. Donc tu les as rappelés, géopolitique, il y a aussi écologique, tu vois, tremblement de terre. En Italie, vous avez quand même eu plusieurs fois assujettis à ce genre de problèmes, l'inondation aussi, etc. Mais est-ce que toi, dans ce genre de crise, parce que dans le bâtiment, il y a multiples crises, multiples évolutions, ça a souvent secoué dans ce secteur, est-ce que tu penses que là, je trouve que là, l'architecte va être vraiment au centre de ce genre d'évolution, parce que ça va être sur lui qui va reposer pas mal de choses. Comment on va vivre dans 50 ans, l'urbanisme, la partie construction, les nouveaux matériaux, etc. Est-ce que tu penses que l'architecture peut redevenir et devenir, parce je pense que c'est pas redevenir, parce qu'elle l'a été, elle l'est toujours, un levier d'action, aussi un levier pour pousser le secteur vers le haut aussi, en tant qu'architecte, c'est un truc qui te motive, ça aussi, d'avoir ce rôle central? Oui, tout à fait, mais l'architecte et l'architecture a toujours eu un rôle central dans la ville. Les problèmes, c'est qu'on a de moins en moins des centralités. Déjà, on est de moins en moins consulté, mais les problèmes, surtout à l'état actuel, c'est que nous, les architectes, on passe notre temps, moi perso, mais en me confrontant avec des confrères et des conseils, c'est un peu la même chose. On passe notre temps à faire surtout de l'administratif, mais pas que de l'administratif, mais faire aussi du juridique, comprendre les lois, expliquer les lois, les règlements, les détuts, machin, et c'est tout ce qui va avec, et qui sont hyper importants. Je dis pas les contraires, mais on ne dessine pas. Déjà, on ne dessine pas assez, mais vraiment, moi, je passe des journées entières sans ouvrir mes logiciels de dessin. Et ça, c'est un élément très négatif parce que nous, les architectes, on est capable d'apporter notre valeur ajoutée en faisant ce qu'on sait faire mieux, donc en dessinant principalement, mais en apportant nos idées. Donc, on est un peu bloqué sur la partie technique, mais forcément, l'architecte, il a un rôle central dans les futurs. On voit bien quand il y a un architecte qui a étudié une belle place ou une école qui a été vraiment étudiée et pas fait juste en 3 minutes selon les honoraires, machin et tout ce qui va avec. On voit bien la différence parce qu'une école bien structurée, bien pensée, ça crée lieu d'agrégation, mais c'est comme la place. Ça crée des liens, les tissus sociaux, ça se mélange. Donc, c'est quelque chose vraiment d'essentiel et qu'on a un peu perdu. Et donc là, tu as touché un peu du doigt une question que j'avais en tête, parce que je vois aussi l'évolution, pas que de grandes villes, tu vois, là on est à Paris, mais c'est plus difficile de voir une expansion ou une évolution de la ville, c'est plus des micro-changements à l'intérieur de ce genre de grandes villes. Moi, je viens aussi d'une petite ville en banlieue de Nantes, où c'est vraiment un peu une zone, deuxième ou troisième zone d'agglomération, où ça devient vraiment l'endroit où il faut habiter, etc. Du coup, je vois énormément de bâtiments poussés, mais qui n'ont rien à voir
physiquement avec ce qu'il y avait en cours et à l'époque. Et je trouve que tu te dis qu'il y a quand même des normes administratives et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a certains PLU ou certaines choses qui sont quand même assez flexibles quand même. Quand tu vois des fois des changements totaux d'environnement, d'aspect, etc., même de matériaux, est-ce que c'est ce genre de choses administratives qui freinent le métier d'architecte ou c'est d'autres choses? Parce que moi, le PLU, c'est des questions que j'ai tous les jours, là, clairement. En réalité, c'est même un autre aspect essentiel, c'est l'effet que, par exemple, quelqu'un, même un simple particulier, peut construire une maison jusqu'à 150 mètres carrés sans architecte. Donc chacun, il peut construire ce qu'il veut. Donc on peut avoir tout n'importe quoi. Et ça, pour moi, c'est une vraie aberration parce qu'on enlève les rôles. Vraiment, on met d'un côté l'architecte parce que l'architecte, même dans une simple maison, moi, quand j'ai fait mes études en Italie, c'était la première année, c'était l'étude sur les maisons, comment construire les maisons. Donc, c'est vraiment la base de la base. Mais c'est une agrégation, même construire une maison, c'est pas juste, c'est pas que tout le monde peut les faire en fait. Et souvent, ce sont des projets pris sur Internet, faits soit pour des plans déjà préfaits, copiés, je ne sais pas combien de fois, au pire encore sur des sites qui n'ont rien du tout des sérieux, etc., qui vendent des choses comme ça. Et là, on se retrouve avec des mélanges qui n'ont rien à voir l'un avec les autres. Et parfois, oui, les PLU, ils ont une incidence. Mais je trouve qu'on va de plus en plus sur des parties street. Après, je ne connais pas tous les PLU de France. Là où j'habite, dans les 92, dans ma ville, c'est de plus en plus street. Donc, c'est difficile de faire un peu n'importe quoi. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une aberration française, la liberté qu'on donne de construire jusqu'à 150 mètres carrés. Et en plus, ça revient au début quand je disais, quand on dépasse les 150, ah bah tiens, je dois passer par l'architecte. Mais c'est dommage, je dois passer par l'architecte. Donc, on enlève vraiment l'importance, mais pas parce que nous, on a besoin d'être important. Nous, on fait juste notre métier. Mais c'est l'effet de vraiment remettre au centre l'architecte et l'architecture, qui, en ces moments, malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, donc là, mais quand on parlait de remettre peut-être l'architecture et les architectes avec une position sociale, position politique forte, c'est aussi là que ça doit se jouer, je pense, parce que si l'architecte n'est plus présent dans ce moment d'expansion des villes, etc., c'est là qu'on retrouve ce genre de problème. Exactement. Et qu'est-ce que tu verrais, toi, comme solution à ça? Comment... parce qu'on ne va pas rajouter une norme quand même. On ne va pas rajouter une norme. Pitié, non. On a assez de normes, il faut juste les attuer. Non, moi, je dirais qu'il faut absolument avoir encore plus d'architectes qui soient consultés. Et surtout que même au niveau d'éducation, dans le sens large du terme, l'architecte ne doit pas être vu vraiment comme un impôt à payer de manière négative, mais vraiment, nous, moi, comme mes confrères et mes consoeurs, on peut apporter quelque chose de plus. Même au simple particulier, on peut l'apporter. On a juste besoin de confiance parce qu'on sait faire des choses, mais souvent, on a les ailes un peu coupées parce que avec Internet, tout le monde, en général dans tous les métiers, pas juste l'architecte, c'est capable de tout le monde. Donc faites-nous confiance et on peut vous montrer vraiment, on peut reprendre la place, l'architecte doit reprendre la place au milieu du village, oui. Remettre l'architecte au milieu du village. Voilà, c'est ça. C'est les mêmes architectes qui avaient fait les belles églises qu'on mettait au milieu du village. C'est ça. Ok, hyper clair tout ça. Et concernant tout ce qui est nouveaux matériaux, nouveaux enjeux aussi de construction, toi, sur de la réhabilitation, sur de la rénovation, tu es aussi en mesure de pousser ces nouveaux matériaux. Moi, je vois aussi pas mal de fabricants de nouveaux matériaux qui me disent que justement ils ont du mal à être mis par les architectes. Qu'est-ce qui fait que y a peut-être un truc à rétablir entre vous C'est surtout les questions réglementaires, Okay. Souvent, parce que les nouveaux matériaux, on a toujours un peu peur parce qu'on
on sait pas tout. En fait, il faut encore une fois réétudier tous les actes administratifs qui ont les autorisations et tout ce qui va avec. Les assurances aussi, je pense. Les assurances aussi. Par exemple, moi, en ces moments, j'ai à l'étude une surélévation avec un matériau un peu différent, que ce sont des blocs des chambres qui sont sous ATEX. Donc, c'est de la technique courante, mais c'est un acte d'assurance surtout spécial pour ces techniques-là. Donc, on essaie de les faire. Mais vous voyez, en fait, vraiment, eux, ils l'ont déjà étudié, ils savent que ça marche, parce qu'un peu, c'est une entreprise belge, donc elle a déjà fait plusieurs chantiers, Ok. donc ils ont de l'expérience. Mais en France, on est limité, parce que, bon, il y a l'ATEX, mais quand on dit ATEX, c'est toujours un peu, Un peu frileux, quoi. ouais, un peu frileux comme ça, mais il y a beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser. Moi, par exemple, dès que je suis devenu indépendant, vraiment, la première formation que j'ai fait pour moi, c'était la formation de construire une chambre et pour en fait prescrire et suivre un chantier en béton des chambres. Ok. Alors, les bétons, il n'a rien à voir avec les bétons, il n'y a pas oui, c'est clair, du ouais. ciment dedans, mais ça s'appelle comme ça. Hein? Non, en fait, c'est pas. En plus, c'est ma matériau pour terre, donc en fait, c'est juste. Il s'appelle comme ça. Ok, ça n'a rien à voir avec le Mais béton. il a finalement. tellement des propriétés, mais vraiment, c'est excellent comme matériel. Ok. Et on a tout des. Et ça, c'est juste un exemple, parce qu'on commence à construire aussi avec la paille, avec du liège. On a vraiment beaucoup de possibilités. Mais encore une fois, on a besoin de la confiance, parce que quand à nos clients, on propose certains produits qui sont même légèrement différents, bah là, même les clients, il n'est pas trop, même si on montre toutes les certifications, tout ce qui va avec, il n'est pas trop pour l'utiliser. On reste sur l'effet qu'on aime bien des choses normées, carrées, déjà faites. Ouais. La possibilité d'explorer des nouvelles choses, ça, c'est plus difficile. Bah écoute, c'est très clair, c'est des propos qui sont hyper intéressants à comprendre et aussi les raisonnements qui sont hyper intéressants à comprendre. Si j'avais un seul mot à retenir de tout ça, enfin une seule phrase du coup, parce que le mot sera confiance et la phrase sera faites confiance aux architectes pour vos constructions et surtout pour faire en sorte qu'ils reprennent et qu'ils gardent ce rôle de politique et rôle social. Parce que c'est ces mêmes architectes, il y a 2000 ans, qui avaient créé les premières cités, les premières villes, et c'est eux qui continueront de les faire dans le futur. On va bientôt arriver à la fin de cet échange, Lorenzo, c'était hyper intéressant. Il va me rester une dernière question, qui est, bien évidemment, puisque tu es un auditeur assidu, tu la connais et tu as sûrement dû réfléchir plusieurs fois au moment où tu as écouté les épisodes, mais si toi, tu avais quelqu'un que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un? Les gars, moi, je voudrais te proposer un concert et un confrère, toujours italien. Je suis désolé, on reste c'est en chauvinisme. Du coup, je te propose Alice et Alessandro, qui sont deux architectes parisiens de l'agence Abaco, qui font une architecture très intéressante. Et je pense que ça c'est intéressant de les écouter et de les faire connaître. Trop bien. Bah écoute, merci pour ces recommandations, Lorenzo. Je te demanderai un peu d'aide au moment de la sortie d'épisode pour que l'invitation arrive à leurs oreilles, arrive jusqu'à leur boîte aux lettres. Et puis, bah, si on peut faire un autre épisode encore continuellement sur l'architecture, n'hésitez pas à envoyer des messages, c'est possible sur la page du podcast sur LinkedIn, sur la page du podcast sur Instagram qui sera en description de l'épisode, parce que j'ai vu que les 2 premiers épisodes d'architecture vous ont plu, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez mettre pour réveiller le BTP, on recevra les personnes adéquates avec plaisir. Merci Lorenzo d'être venu ce matin, c'était un super Merci épisode. à toi. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.